Avril 1945. La troisième armée déferle sur le sud de l'Allemagne, s'emparant de villes entières avant même que les forces allemandes n'aient pu organiser leur défense. De village en village, les soldats américains rencontraient des civils allemands sortant de leurs caves, brandissant des drapeaux blancs, des draps, des têtes d'oreiller, tout ce qu'ils pouvaient trouver de blanc. Leur réaction à l'arrivée des troupes américaines révélait un mélange complexe de peur, de soulagement, de déni et de choc. Certains affirmaient n'avoir jamais soutenu le régime. D'autres insistaient sur le fait qu'ils ne savaient rien des camps. Nombreux étaient ceux qui suppliaient les soldats de ne pas faire de mal à leurs enfants. Mais lorsque Patton ordonna aux civils allemands de visiter les camps de concentration libérés par ses forces, leurs réactions changèrent tout. Les déclarations consignées par les forces américaines, conservées dans les archives militaires et les témoignages oculaires offrent un aperçu unique de la façon dont les Allemands ordinaires ont vécu la défaite de leur pays et ont été confrontés aux preuves des crimes commis en leur nom. Voici le récit de ce que les civils allemands ont réellement dit lorsque l'armée de Patton atteignit leur ville, d'après des témoignages, des rapports militaires et des documents historiques. Du printemps 1945, dès mars 1945, les civils allemands sur le chemin de l'avancée de la troisième armée comprenaient que la résistance était féodale et que leur meilleur espoir de survie résidait dans la reddition sans combat. De ville en ville, les forces américaines furent confrontées à la même scène. Des drapeaux blancs flottaient aux fenêtres, des civils se cachaient dans les caves, et les rues étaient désertes, les militaires allemands ayant soit battus en retraite, soit s'étant rendus. Les premiers mots des civils aux soldats américains révélèrent leurs préoccupations immédiates, leur sécurité personnelle, la protection de leurs biens, et surtout, leur survie. Les soldats américains qui consignaient ces rencontres notèrent des schémas récurrents dans les propos des civils allemands. La première déclaration la plus fréquente était une supplication de ne pas être blessés. Les femmes ont particulièrement exprimé leur crainte pour la sécurité de leurs enfants, crainte fondée en partie sur la propagande allemande concernant le traitement des civils par les Américains et en partie sur des préoccupations légitimes quant aux agissements des soldats en territoire ennemi. Ces craintes n'étaient pas totalement infondées. Toutes les armées comprennent des individus qui commettent des crimes et les civils allemands avaient entendu parler du comportement des forces soviétiques sur le front de l'Est. Mais les forces américaines, opérant sous des ordres stricts concernant le traitement des civils, se comportaient généralement avec une discipline qui a surpris les civils allemands, à qui l'on avait dit de s'attendre au pire. Les lettres des soldats à leurs familles décrivaient des rencontres où des mères allemandes, serrant leurs enfants contre elles, s'approchaient prudemment, puis exprimaient un soulagement visible d'être traités avec humanité, plutôt qu'avec brutalité. Un lieutenant d'infanterie écrivit à sa famille qu'une Allemande d'un village près de Francfort lui avait dit qu'elle s'attendait à ce que les Américains tirent sur tout le monde, mais qu'au lieu de cela, ils se contentèrent de fouiller les maisons à la recherche d'armes et de repartir. La deuxième déclaration la plus fréquente des civils allemands était « Nous n'avons jamais soutenu Hitler », ou des variantes affirmant qu'ils s'étaient toujours opposés au régime nazi. Les soldats américains entendaient cela si souvent que c'en était devenu une plaisanterie amère parmi les troupes. Un sergent écrivit dans son journal que si tous les Allemands prétendant n'avoir jamais soutenu les nazis disaient vrai, Hitler aurait dû conquérir l'Europe à lui seul. Les affirmations de non-soutien allaient du plausible, certains Allemands s'étaient réellement opposés au régime, au manifestement faux, en particulier de la part de civils qui avaient clairement profité du pouvoir nazi. Les civils allemands posèrent également immédiatement des questions pratiques sur les procédures d'occupation. Ils voulaient savoir s'ils pourraient conserver leur maison, s'ils recevraient des rations alimentaires, si les commerces pourraient rester ouverts et combien de temps durerait l'occupation américaine. Ces préoccupations pragmatiques ont révélé que de nombreux civils envisageaient la fin de la guerre, principalement sous l'angle de la survie personnelle, plutôt que sous celui de questions politiques ou morales plus larges. Un maire qui a rendu sa ville aux forces américaines qui avançaient à déclarer aux officiers que sa principale préoccupation était de garantir le fonctionnement du système d'approvisionnement en eau de la ville, et que de la nourriture puisse être distribuée pour prévenir la famine. Les différences religieuses ont parfois influencé les premières interactions dans les régions majoritairement catholiques de Bavière. Certains civils ont exprimé l'espoir que les forces américaines
dont beaucoup étaient également catholiques, feraient preuve de miséricorde fondée sur la foi partagée. Ces appels ont parfois fonctionné, car l'aumônier catholique américain et les soldats se sentaient proches des catholiques allemands et tentaient de protéger les églises et les institutions religieuses furent protégées des dommages. Cependant, les commandants américains indiquèrent clairement que l'appartenance religieuse n'exemptait pas les civils des politiques d'occupation ni de la responsabilité de soutenir le régime nazi. Les déclarations des civils allemands au sujet de leurs propres forces armées révélèrent des attitudes complexes. Certains exprimèrent leur amertume face au fait que les unités Wehrmacht les aient abandonnés aux forces américaines, sans tenter de les défendre, laissant les civils affronter seuls l'occupation. D'autres étaient soulagés que les forces allemandes n'aient pas combattu dans leur ville, les épargnant de devenir des champs de bataille. Quelques civils révélèrent aux forces américaines l'emplacement des troupes allemandes ou de leur repli, soit par désir de mettre fin à la guerre, soit par pragmatisme quant à la coopération avec les autorités d'occupation. L'âge et le sexe des civils allemands influençaient considérablement leurs déclarations et leur comportement. Les Allemands âgés qui se souvenaient de l'occupation de la Première Guerre mondiale disaient parfois aux soldats américains que cette seconde occupation était moins dure qu'ils ne l'avaient craint. De jeunes enfants étaient endoctrinés à l'idéologie nazie dans les écoles. Parfois, ils refusaient initialement de parler aux soldats américains, avant que l'exemple de leurs parents ne démontre la nécessité de coopérer. Les adolescents, dont beaucoup avaient appartenu aux jeunesses hitlériennes, exprimaient des attitudes variées, allant d'une loyauté indéfectible au régime au soulagement de voir la guerre finie avant d'être enrôlés dans un service militaire qui les aurait probablement tués. La libération des camps de concentration par les forces de la Troisième Armée en avril 1945 a fondamentalement changé la nature des interactions américaines avec les civils allemands. Le 4 avril, la 4e division blindée et la 89e division d'infanterie découvrirent le camp de concentration d'Ordruf, un sous-camp de Buchenwald. Ce que les soldats américains y trouvèrent, des corps émaciés, des preuves de meurtres systématiques, des installations conçues pour des massacres, choqua même les vétérans qui avaient connu des années de guerre. La question que se posèrent immédiatement les forces américaines fut comment les civils allemands vivant à proximité pouvaient-ils ignorer cela? Patton, Bradley et Eisenhower visitèrent Ohrdruf le 12 avril 1945. Patton fut si bouleversé par ce qu'il vit qu'il refusa d'entrer dans un hangar contenant une trentaine de corps recouverts de chaux. Le général, qui avait connu des années de combat, vomit contre un bâtiment après avoir visité le camp. Selon le récit de Bradley, Patton l'avait appelé, disant que les Allemands pouvaient être des salauds. Mais Bradley avait besoin de voir cet enfer lui-même pour en comprendre pleinement l'ampleur. Eisenhower ordonna immédiatement que des civils allemands des environs sont amenés pour visiter le camp et enterrer les morts. Cette pratique serait répétée dans chaque camp de concentration libéré par la Troisième Armée. Les autorités militaires américaines souhaiteraient que les civils allemands sont confrontés aux preuves directes de ce qui avait été commis au nom de leur pays et pour éliminer toute possibilité future de le déni. Cette politique était délibérée. Documenter les réactions des civils allemands au camp servirait à la fois des objectifs moraux immédiats et constituerait un témoignage historique futur. Les déclarations des civils allemands, lorsqu'ils étaient contraints de visiter les camps de concentration, ont révélé une variété de réactions. Nombreux étaient ceux qui prétendaient ignorer tout de l'existence ou de la finalité du camp. Ces dénis allaient du plausible, certains camps étaient cachés aux populations voisines, à l'invraisemblable, en particulier dans des camps comme Buchenwald, où l'installation était visible depuis les villes voisines et où des milliers de prisonniers avaient été forcés de défiler dans des lieux publics. Les soldats américains sont devenus de plus en plus sceptiques face au déni catégorique à mesure qu'ils libéraient davantage de camps et découvraient de plus en plus de preuves que les populations locales devaient savoir ce qui se passait. Certains civils allemands ont exprimé un véritable choc et une réelle horreur face à ce qu'ils ont vu dans les camps. Leurs réactions ont paru authentiques aux observateurs américains qui ont guetté attentivement les signes de tromperie. Ces civils ont déclaré savoir que des camps existaient, mais supposaient qu'ils abritaient des prisonniers politiques, et non
qu'il s'agissait de lieux de meurtre et de torture systématiques. Ils affirmaient que les autorités allemandes empêchaient les civils d'approcher des camps et que quiconque posait des questions risquait d'être arrêté. Ces explications contenaient des éléments de vérité. Le régime nazi a effectivement maintenu le secret sur la solution finale et a puni les civils qui s'y opposaient. D'autres civils ont persisté dans le déni, même confrontés à des preuves directes. Ils affirmaient que les corps avaient dû être amenés. D'ailleurs, que les prisonniers étaient morts de maladie plutôt que assassinés, ou que les bombardements alliés avaient empêché l'acheminement de vivres suffisants dans les camps. Ces justifications ont indigné les soldats américains qui avaient vu les camps de leurs propres yeux et savaient que ces dénégations étaient fausses. Certains soldats ont rapporté que des civils refusant de reconnaître la réalité étaient contraints de manipuler des corps ou d'effectuer des travaux d'inhumation en guise de punition pour leur déni. Le maire d'Orduf et son épouse ont eu la réaction la plus dramatique. Après avoir visité le camp, contraints de visiter les lieux, ils sont rentrés chez eux et se sont pendus. On ignore si ce suicide reflétait la culpabilité, la honte, la peur des punitions ou simplement le désespoir face à la défaite de l'Allemagne. Mais cet incident a démontré qu'au moins certains civils allemands comprenaient la catastrophe morale qui s'était produite et ne pouvaient vivre avec cette connaissance. Le 16 avril 1945, Patton ordonna à 1000 civils de Weimar de visiter le camp de concentration de Buchenwald. Des photographies de ce jour-là montrent des civils allemands contemplant avec horreur des camions remplis de cadavres devant le crématorium. Beaucoup se couvraient le visage ou détournaient le regard. Certains pleuraient, d'autres gardaient une expression impassible, qui ne laissait rien transparaître de leur pensée. La diversité des réactions suggérait que les civils allemands n'étaient pas monolithiques dans leur attitude, mais représentaient plutôt toute la gamme des réactions humaines face à la confrontation à d'horribles vérités. Les interrogateurs américains ont consigné les déclarations de civils qui admettaient avoir une connaissance partielle des camps. Ces Allemands ont déclaré avoir entendu des rumeurs sur des atrocités infligées aux Juifs et aux prisonniers politiques, mais n'avoir pas souhaité en connaître les détails. Ils ont décrit une culture de haine, dissimulation délibérée ou poser des questions pouvaient être dangereux et ou maintenir un déni plausible semblait plus sûr que d'affronter des vérités dérangeantes. Ces déclarations ont révélé comment des gens ordinaires pouvaient permettre des crimes systématiques par leur passivité et leur aveuglement volontaire, même sans y participer activement. Alors que les forces de la troisième armée sécurisaient le territoire allemand en avril et mai 1945, la nature des interactions civilo-militaires a évolué. De la reddition immédiate à une occupation continue. Les civils allemands durent s'adapter à une nouvelle réalité où leurs anciens ennemis contrôlaient désormais tous les aspects de leur vie quotidienne. Les déclarations des civils durant cette transition révélèrent leurs efforts pour s'adapter à l'occupation tout en protégeant leurs intérêts et en minimisant les conséquences de leur soutien au régime nazi. L'emploi devint une préoccupation immédiate pour les civils allemands. Ceux qui avaient travaillé dans l'administration gouvernementale ou les organisations du parti nazi risquaient d'être licenciés en vertu des politiques de dénification. Les civils qui occupaient ces postes expliquèrent aux autorités américaines qu'ils avaient rejoint le parti pour des raisons professionnelles plutôt que par conviction idéologique, qu'ils n'avaient jamais personnellement fait de mal à personne et que leur expertise était nécessaire à une administration efficace. Ces arguments réussirent parfois. Les autorités d'occupation américaines avaient besoin d'administrateurs allemands qui comprenaient la situation locale et pouvaient maintenir les services essentiels. Le traitement réservé aux anciens membres du parti nazi créa des tensions parmi les civils allemands. Des personnes non membres du parti qui avaient souffert sous le régime informaient parfois les Américains. Les autorités dénonçaient les voisins concernant leur appartenance à un parti ou leurs activités. Ces dénonciations servaient de multiples objectifs. Régler des comptes personnels, démontrer sa loyauté envers les nouvelles autorités et tenter de tirer profit de l'économie d'occupation. Les déclarations des accusateurs révélaient des années de ressentiment refoulé et fournissaient aux forces américaines des informations sur les structures de pouvoir locales. Les déclarations des femmes allemandes aux forces américaines
était souvent axé sur la protection contre les forces soviétiques. Au printemps 1945, les rapports sur le comportement de l'armée rouge dans l'est de l'Allemagne s'étaient répandus vers l'ouest, semant la terreur parmi les civils allemands face à une potentielle occupation soviétique. Les femmes des zones proches de la ligne de démarcation entre les zones américaines et soviétiques suppliaient les soldats américains de ne pas se retirer et de les abandonner aux forces soviétiques. Ces supplications reflétaient une peur réelle, fondée sur les témoignages de réfugiés fuyant les territoires occupés par les soviétiques. La nourriture devint la principale préoccupation des civils allemands à mesure que l'occupation se poursuivait. Le système de distribution allemand s'était effondré, créant un risque réel de famine. Les civils ont déclaré aux autorités américaines qu'ils avaient besoin de nourriture immédiatement et que les enfants et les personnes âgées souffraient. Les forces américaines ont finalement mis en place un système de rationnement, mais les pénuries initiales ont engendré des situations désespérées. Certains civils allemands ont échangé des biens familiaux contre de la nourriture auprès des soldats américains. D'autres ont travaillé dans l'administration d'occupation, en partie parce que l'emploi comprenait des rations alimentaires. Les déclarations des civils allemands concernant les dégâts matériels subis par leur ville ont révélé des attitudes complexes face à la responsabilité. Certains ont imputé la destruction aux bombardements alliés tout en ignorant que l'Allemagne avait déclenché la guerre. D'autres ont reconnu que l'agression allemande avait semé la dévastation dans leur propre pays. Un vieil homme d'une ville bombardée a déclaré à un aumônier américain que l'Allemagne avait semé le vent et récoltait maintenant la tornade, une référence biblique, indiquant qu'il comprenait la logique morale du fait que l'Allemagne subisse la même violence qu'elle avait infligée aux autres. Les réactions des civils allemands face à l'équipement militaire et aux capacités logistiques américaines ont révélé une autre dimension de leur défaite. Nombre d'entre eux ont exprimé leur étonnement devant la quantité et la qualité des véhicules, des armes et des approvisionnements américains. Ils ont confié aux soldats qu'on leur avait dit que l'Amérique était faible et incapable de soutenir des opérations militaires en Europe. La constatation du contraire les a contraints à reconsidérer la propagande à laquelle ils avaient cru. Un civil a déclaré à un officier américain que l'Allemagne n'aurait jamais pu gagner une guerre contre une nation possédant une telle supériorité matérielle. Les rencontres entre civils allemands et soldats afro-américains au sein de la 3e armée ont donné lieu à des moments marquants, relatés dans divers témoignages. La propagande allemande avait dépeint les Afro-Américains en des termes racistes destinés à semer la peur, mais les interactions réelles contredisaient souvent ces représentations. Les civils allemands ont découvert que les soldats afro-américains se comportaient avec professionnalisme et que l'appartenance ethnique ne déterminait pas le caractère d'un individu. Certains civils ont déclaré aux autorités américaines avoir été surpris de constater que les soldats afro-américains les traitaient avec une décence élémentaire, contrairement à la brutalité prédite par la propagande nazie. Les témoignages d'enfants ont apporté un éclairage unique sur l'expérience des civils allemands sous l'occupation. De jeunes Allemands qui n'avaient connu que le régime nazi demandaient parfois aux soldats américains pourquoi ils avaient les enfants venaient en Allemagne et se demandaient s'ils allaient y rester pour toujours. Ces questions reflétaient la confusion des enfants quant au sens de la guerre et leur incapacité à imaginer d'autres options que le seul gouvernement qu'ils aient connu. Les soldats américains trouvaient parfois ces rencontres particulièrement poignantes. Les enfants étaient manifestement innocents des crimes de leur gouvernement, et pourtant ils en subiraient les conséquences toute leur vie. Fin avril et début mai 1945, alors que la capitulation sans condition de l'Allemagne approchait, les déclarations des civils allemands reflétaient la prise de conscience naissante des implications d'une défaite totale. Il ne s'agissait pas d'une occupation temporaire qui pourrait prendre fin par un accord négocié. Il s'agissait d'une conquête totale qui allait remodeler la société, la politique et la culture allemande. L'adaptation psychologique nécessaire était immense, et les déclarations des civils révélaient leur difficulté à comprendre ce que la défaite signifiait pour leur avenir personnel et le destin de leur nation. Certains civils allemands exprimèrent leur soulagement de voir la guerre enfin terminée.
Ils confièrent aux soldats américains qu'ils savaient depuis des mois que l'Allemagne ne pouvait pas gagner, mais qu'ils n'avaient pas pu le dire publiquement sans risquer d'être punis pour défaitisme. Ces civils considéraient l'occupation américaine comme préférable à la poursuite d'une guerre qui ne ferait qu'engendrer davantage de morts et de destruction. Ils espéraient que la coopération avec les autorités d'occupation permettrait un rétablissement plus rapide et un retour éventuel à la vie normale, quelle que soit la signification de « normalité » dans une Allemagne vaincue. D'autres exprimèrent leur amertume quant à la manière dont l'Allemagne avait été vaincue. Ils reprochèrent à Hitler et aux dirigeants nazis d'avoir refusé de capituler plus tôt, alors que la situation de l'Allemagne était désespérée, provoquant ainsi des mois supplémentaires de destruction inutile. Ces déclarations révélèrent que les Allemands reconnaissaient que leur propre gouvernement avait prolongé les souffrances par un refus irrationnel de reconnaître la réalité. Certains civils dirent aux autorités américaines que le suicide d'Hitler était un acte de lâcheté. Il avait déclenché la guerre et aurait dû en assumer les conséquences plutôt que de s'enfuir par la mort. Les vétérans allemands capturés ou se rendant aux forces américaines ont parfois fait des déclarations aux civils qui ont révélé l'état d'esprit des soldats face à la défaite. Certains ont confié aux civils qu'ils avaient tout fait pour y parvenir, mais qu'ils avaient été submergés par la supériorité numérique et matérielle de l'ennemi. D'autres ont admis avoir perdu espoir en la victoire bien avant la capitulation de l'Allemagne, mais avoir continué à se battre par discipline militaire ou par crainte de représailles pour désertion. Ces aveux ont permis à certains civils de comprendre que même les soldats allemands avaient reconnu la défaite. Les déclarations des civils allemands concernant l'avenir de l'Allemagne ont révélé une profonde incertitude et une grande peur. Nombre d'entre eux ont demandé aux soldats américains si l'Allemagne continuerait d'exister en tant que nation ou si elle serait partagée entre les Alliés. Ils s'inquiétaient d'être forcés de se déplacer, de voir leurs biens confisqués et d'être tenus personnellement responsables des crimes du régime nazi. Ces inquiétudes n'étaient pas totalement infondées. Les politiques d'occupation prévoyaient notamment la saisie de biens.